Notre invité ce soir, il est anthropologue des religions et philosophe, Malek Chebel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes également l'auteur des grandes figures de l'islam aux éditions Perrin. Alors ce soir, pour ce qui concerne la Tunisie, le parti Ennahda attend tranquillement ces bons résultats qui seront définitifs demain. Et pour rassurer ou tenter de rassurer ce soir, ils réaffirment leur engagement à respecter le droit des femmes et les minorités religieuses en Tunisie. Est-ce que selon vous, c'est un double discours ou c'est du pragmatisme politique ? Jusqu'à maintenant, c'est jouable pour Ennahda en Tunisie, parce que je pense que sur le droit des femmes, il ne peut pas tellement jouer. Les femmes sont bien agrippées à leur privilège, si vous voulez, à ce qu'ils ont gagné, disons, en termes de droits. Et sur les minorités, il est sous surveillance. Il ne peut absolument rien faire. En revanche, oui. sur d'autres sujets, il va tout de suite se révéler. Par exemple ? Vous savez, il a déclaré qu'il y a une semaine, pour calmer évidemment le jeu, pour attirer plus de monde et tout ça, notamment les jeunes, qu'il était ouvert à un certain nombre de libéralités que l'islam n'accepterait pas dans le cas, si vous voulez, de la charia, et que lui, il les accepterait. Donc les comportements individuels, la mixité, le vin, l'alcool, oui, tout à fait. le vin, ouais. ils avaient déclaré tout ça. Tout ça, ça va partir très vite. Finalement, Ennahda est le seul parti unifié et structuré de ce scrutin. Sa victoire, si elle est vérifiée demain, est-ce qu'elle est surprenante? Elle n'est pas surprenante, on le dit tout le temps et on l'a dit aussi bien pour Ennahda que pour la Libye et surtout pour l'Égypte, que vous voyez l'Égypte n'est pas encore dans la même situation, mais ça sera la même chose. Parce que ce sont des partis structurés depuis longtemps et surtout ils ont le privilège, si je puis dire, que leurs responsables étaient exilés. Et ils étaient contre le système Ben Ali. Donc ils ont la rupture. Ils ont la légitimité de combat, si vous voulez, sur le terrain et de l'exil. Et là, pour le coup, et en plus, ils s'adossent à l'islam et au Coran. C'est magnifique comme programme. Juste après la révolution en Tunisie, c'est de là que tous les printemps et toutes les indignations sont parties. On a entendu beaucoup d'intellectuels parler de ce printemps du jasmin. Et pourquoi les forces laïques tunisiennes ont du mal à se faire entendre et où sont-elles aujourd'hui? Elles sont la troisième force, si j'ai bien compris, c'est Monsef Mazouri, qui est quand même l'un des leaders, si vous voulez, de l'opposition à Ben Ali depuis des années. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Et puis même la deuxième place aussi va être dévolue, on va dire, à un mouvement plus laïque que... Mais le deuxième et le troisième devront faire non, mais les alliance. Oui, voilà, les deuxième et le troisième vont faire alliance, j'espère, pour pouvoir barrer la route, si vous voulez, à Ennahda, parce que sinon ça serait pas tout à fait la Tunisie qu'on espérait au moment du déclenchement, si vous voulez, du printemps arabe. Il y a quelques mois, l'ayatollah Ali Khamenei avait qualifié l'essor du printemps arabe, je cite, de mouvement de libération islamique. À l'époque, on avait tous ri, aujourd'hui on rit moins. Il a raison de dire cela? Il avait vu juste? Oui, je pense que il avait vu juste, il a plus d'expérience que nous tous. Et de toute façon, l'islam est une force absolument incroyable. Si on n'arrive pas à négocier, si vous voulez, les transitions, souvent ça tombe dans l'escarcelle des islamistes. Alors en Libye, à présent, à l'occasion de la proclamation de la libération du pays, dimanche, le président du CNT, c'est Mustafa Abdel-Jalil, il a affirmé que la législation du pays serait désormais fondée sur la charia. Ce soir, Alain Juppé assure que la France sera vigilante au respect des valeurs démocratiques. On en parle dans un instant, après le rappel des faits de François Goulin. C'est l'homme qui inquiète les Occidentaux après avoir été leur coqueluche. Mustafa Abdel-Jalil veut instaurer la charia, la loi islamique, qui proclame entre autres la légalisation de la polygamie et l'interdiction du divorce. Mais le président du CNT se veut rassurant. Nous sommes des musulmans modérés, martèle-t-il. Pour les Libyens, seul compte la liberté. Leurs priorités sont plus concrètes. Il n'y a pas de mots pour vous dire ce que je ressens. Vraiment, je suis tellement heureux. J'espère que cette révolution sera bénie et nous apportera la sécurité. J'espère que Dieu rendra notre pays sans danger pour toujours et qu'il apportera une meilleure éducation et une meilleure santé. En coulisses, l'influence des partisans d'un islam rigoriste grandit au sein du CNT. Cette rupture avec la législation de l'ancien régime pourrait être une main tendue vers eux, quitte à rogner de manière conséquente sur le droit des femmes. Malek Chebel, le président du CNT, Mustafa Abdel-Jalil, est-ce qu'on peut rappeler qu'il n'a pas de mandat? Que représente-t-il finalement? Pour l'instant, il représente, si vous voulez, il incarne la transition à venir. Ou à se faire, il est en train de se faire. Rien n'est acté pour ce qu'il dit encore. Rien n'est acté. Mais le problème, c'est que quand il dit ça, c'est qu'il est déjà captif, si vous voulez,
de son aile droite, ou extrême ou radicale, les islamistes radicaux, qui ont mené le combat sur le terrain. Avec l'OTAN. C'est ça le paradoxe de tout ça, c'est que Abdel Jalil et les autres n'ont pas vocation à faire la guerre, ce sont des politiques. Mais les gens du terrain, eux, imposent leurs lois, en quelque sorte, pour l'instant. Le temps que les forces de recomposition se mettent en place. Certains parlent d'un discours de circonstance qu'il a tenu devant une foule surexcitée. Est-ce que c'est vraiment un discours de circonstance? Parce que l'homme qu'on dit très pieux, il croit vraiment, il croit que c'est le destin de la Libye que d'avoir la charia comme loi. On peut penser les deux. Il faut qu'il se découvre un peu plus. Il faut qu'on ait plus d'éléments d'appréciation. Ce qui est sûr, c'est que s'il l'a dit, ça a été discuté, âprement discuté avec les autres forces qui composent le CNT, et ça ne présage rien de bon d'une certaine manière. Maintenant, l'islam, évidemment, c'est la religion du peuple libyen comme du peuple tunisien. Le problème n'est pas là. Mais est-ce l'islam des Lumières, celui que je prône? Quand l'islam illuminait le monde. Quand l'islam illuminait le monde, est-ce cet islam-là, c'est-à-dire qui préconise le progrès, le respect des femmes, le respect des droits individuels, le respect de la parole, la liberté d'expression, etc. Ou alors un islam fondamentaliste, celui qui prive la population libyenne de tous ses droits fondamentaux et qui, de ce fait, va se mettre pratiquement à l'extérieur de la communauté internationale. Mais je vous pose justement la question, puisque vous la posez. Selon vous, c'est quel islam? Qu'est-ce que vous subodorez? Qu'est-ce qui peut prendre l'avantage? Écoutez, la Libye n'a pas connu de démocratie pratiquement depuis toujours, sous un régime dictatorial pendant 40 ans. Ils sortent d'une période de très grande effervescence. Ils ont des leaders un peu, c'est un patchwork, hein, on les a cherchés un peu partout, ils étaient surtout à l'étranger la plupart. Pour l'instant, ça peut être un discours de circonstance, il faut être vigilant. À mon avis, il faut aller très vite pour contrer un éventuel basculement vers un islam radical. Ce que nous craignons, c'est surtout l'islam radical, parce que ça ferait tache d'huile, aussi bien en Égypte qu'en Tunisie et qu'ailleurs. Et donc, pour le coup, ça n'intéresse personne, ni les Américains, à moins que, là aussi, peut-être là où vous avez raison, peut-être c'est la formule américaine qui va prendre le pas sur la formule française. En France, on préconise que la laïcité soit si vous voulez, l'acmé, le point de rupture de toute politique viable. Les Américains, eux, composent. Eux, ça ne les gêne pas du tout que le régime soit un régime fondamentaliste, comme l'Arabie Saoudite, et faire des bonnes affaires avec lui. Donc c'est pas incompatible. C'est pas incompatible aux yeux des Américains. Alors tout dépend quelle est la force vraiment qui est derrière par rapport à Abdel Jalil pour qu'il puisse parler tranquillement en disant que la charia, et en plus la charia pour version lourde, qu'il veut reprendre, c'est avec la polygamie, pas de divorce. Une vraie régression. Ouais. Ce que je vais dire va peut-être faire du mal aux démocrates, mais est-ce qu'on risque de découvrir avec le temps, finalement, que Kadhafi, sur certains points, n'avait pas tort, malheureusement, quand il s'érigeait en rempart contre l'islamisme? Kadhafi, Ben Ali, Moubarak, finalement, on va dire tout ça, et nous sommes les premiers à le regretter. Je pense que, d'une certaine manière, ils étaient un vrai rempart. Mais ils étaient des remparts cyniques. C'était des tyrans, de toute façon, il fallait le processus de l'histoire, il y a une justice là-dedans. C'était des remparts d'une certaine façon contre l'islamisme radical, oui en effet, parce qu'ils étaient plus ou moins instrumentalisés eux-mêmes. Et donc, il faut donner la chance quand même aux Tunisiens, aux démocrates tunisiens et aux démocrates libyens de se reconstituer, de chercher des alliances, d'essayer de trouver une cohérence, une pédagogie nouvelle, une méthode de travail qui leur permet de faire bloc et de résister. Il faut donner la chance aux démocrates tunisiens, libyens et égyptiens, mais quand même, Malek Chebel, on a l'impression qu'on a le choix entre la peste et le choléra, entre la dictature et l'islamisme. C'est ça aujourd'hui le destin de certains pays arabes? Malheureusement, pour l'instant, oui, nous sommes dans une période d'apprentissage. La démocratie n'est pas une chose facile, c'est un processus lent et très fragile. Donc il faut rester vigilant, il faut que les femmes, les jeunes, les démocrates, les gens qui étaient sur Twitter et sur les réseaux sociaux, qui restent les yeux ouverts pour qu'il n'y ait pas de dérapage, pour que ça ne bascule pas dans l'extrémisme, dans le sectarisme. Pour le reste, la religion, c'est la religion de tout le monde et tous se retrouveront à la mosquée. J'espère, les plus belles mosquées du pays. On va dire aussi un petit mot quand même de l'Égypte, avec des élections aussi à venir. Les islamistes égyptiens sont implantés depuis près d'un siècle. Presque on ne se pose même pas la question de savoir s'ils vont être représentatifs ou pas. Ils fêteront le premier siècle d'existence. C'est le premier parti politique et religieux, le plus organisé du monde arabe.
puisqu'il existe depuis 1928. Et donc à partir de là, on ne peut pas dire qu'ils ne font pas partie du paysage égyptien. Mais j'espère que dans le cas de l'Égypte et dans le cas même de la Tunisie, les musulmans se sont tellement sécularisés qu'ils ne peuvent par eux-mêmes, si vous voulez, créer une sorte d'autoprotection qui leur permet d'être de bons musulmans, des musulmans pieux, mais pas radicaux, pas islamistes et pas utiliser la religion à des fins politiques et de violence. On l'espère pour la Tunisie, pour la Libye, qui est déjà une expérience encore plus jeune que les autres, et surtout pour l'Égypte, parce que l'Égypte c'est le plus grand pays arabe musulman. Un dernier mot, Tunisie, Libye, Égypte, le but commun des islamistes, c'est le pouvoir. D'arriver au pouvoir. La religion n'est qu'un... Lisez tous mes livres. Tous mes livres. Je les ai lus, on va les conseiller aussi aux téléspectateurs. Je ne parle que de ça. Les grandes figures de l'islam. Ouais. Vous continuez quand même à utiliser l'expression de printemps arabe? Ah, totalement. Elle n'est pas dépassée? Ah ben pas du tout. Ben justement, c'est un laboratoire. La Tunisie a été quand même l'élément déclencheur de toute une révolution dans le monde arabe, dans le monde musulman et dans le monde tout entier, dans son ensemble. C'est quand même